Salut, c'est Gaspard G. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé de rencontrer avec mon équipe toutes les têtes de liste des partis politiques à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayé pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'Alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Aubry pour la France Insoumise. Tu fais du waterpolo? Ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour les écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça va se passer. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugés comme prioritaires si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai posé 8 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Ce deuxième épisode est consacré à l'immigration. C'est parti. Hop. C'est bon pour vous? On peut reprendre. Ouais, Super. Je voulais commencer cette vidéo par un sondage de janvier 2024 de CSA pour CNews. Les préoccupations des Français, on peut lire que l'immigration n'est que la 4e préoccupation, derrière le pouvoir d'achat, derrière la santé, derrière l'insécurité, devant l'écologie. Je vous demande très simplement, selon vous, l'immigration est-elle une priorité européenne ? Oui, c'est une priorité existentielle vitale, puisque l'immigration aujourd'hui massive et incontrôlée telle qu'on la vit, je précise qu'il y a aujourd'hui plus l'année dernière de personnes migrantes qui sont entrées légalement et illégalement sur le sol européen que d'enfants qui sont nés sur le sol européen. Donc c'est un phénomène de grand remplacement de population, et donc culturel, et donc spirituel. L'immigration est une question européenne, mais c'est l'extrême droite qui essaye d'en faire l'alpha et l'oméga de la campagne à venir. C'est bien sûr une priorité, parce qu'elle est liée à tout le reste. L'année dernière, 500 000 personnes sont rentrées sur le sol français, légalement, et donc on voit bien qu'avec de tels flux entrants, avec de tels nombres de nouveaux arrivants, c'est très difficile de réussir à reconstruire, à prolonger cette appartenance à une nation commune. En réalité, au quotidien, quand on se lève le matin, l'enjeu c'est comment on va aller faire ses courses, comment on va se soigner dans de bonnes conditions. Je veux bien qu'on fasse l'immigration la source de tous les maux, mais c'est pas à cause des migrants si les prix augmentent. C'est pas à cause des migrants si nos services publics tombent de plus en plus à l'abandon. Et je pense que nous, peuple de gauche, même si on a des réponses, si on va le montrer, à apporter sur les questions migratoires, on ne doit pas tomber dans le piège qui nous est tendu par la droite et l'extrême droite qui veut faire des migrants le bourreau d'absolument tous les malheurs des Français. L'Europe est en charge du droit d'asile et que nous avons aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui perdent la vie chaque année à nos frontières. Un crime de non-assistance à l'humanité en danger que nous sommes en train de commettre, en tout cas que nous laissons faire. Et donc ça, oui, c'est une urgence que d'y répondre. Vous l'avez vu, le sondage que vous avez relayé le démontre, ça fait partie des sujets de préoccupation des Français et des Européens. Alors en France, déjà, c'en est une. Imaginez-vous pour les Grecs, les Italiens ou les Espagnols, qui sont les pays d'entrée des flux migratoires, ça l'est encore plus. Je voudrais qu'on parle désormais d'un sujet qui a fait l'actualité en février dernier. Je vous propose de regarder cette courte vidéo. Le ministère de l'Intérieur avait prévenu. C'est une très grosse annonce qu'est venu faire Gérald Darmanin. Il évoque la fin du droit du sol pour le seul département de Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Le 11 février dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un projet de révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Pour rappel, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, le droit du sol, c'est un droit historique en France qui permet d'obtenir la nationalité française dès lors qu'on est né sur le territoire français. Selon vous, est-ce que cette suppression du droit du sol à Mayotte est justifiée? Et peut-être aussi, faudrait-il l'étendre sur tout le territoire français? C'est une remise en cause des fondamentaux de notre République. Vous l'avez dit, le droit du sol existe dans notre pays depuis bien avant Napoléon. Et moi, je refuse que le gouvernement bafoue des droits fondamentaux qui existent, là aussi en désignant les potentiels migrants comme absolument la source de tous les maux. Le droit du sol, vous savez, c'est déjà sous la monarchie française, ça fait partie justement de l'identité de notre pays, de la culture, de l'histoire, de l'héritage de notre pays. Et donc, moi, je suis extrêmement contre la remise en cause du droit du sol. Je pense que c'est constitutif de l'histoire et de l'identité française.
Elle est bien sûr justifiée. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses personnes, massivement issues des Comores, mais aussi d'ailleurs, qui viennent à Mayotte. Et on voit bien qu'en réalité, si on n'est pas capable de répondre à cette situation, eh bien on plonge Mayotte dans une situation de crise absolument terrible dont personne ne sort gagnant. Mayotte, c'est une situation politique, géographique, humanitaire et humaine très très particulière qui justifiait d'avoir cette décision exceptionnelle. Donc oui pour Mayotte, non pour le reste. On a le choix entre une Europe qui soit une Europe d'identité chrétienne, fermée sur elle-même, sur son histoire, ou alors l'Europe qui a été fondée d'ailleurs sur ses valeurs, d'unité dans la diversité. Ce sujet-là, il est primordial. Le droit du sol, j'y tiens. Et le droit du sol, j'aimerais l'étendre à l'ensemble des territoires de l'Union européenne. Alors, elle est justifiée et urgente à Mayotte, mais elle est justifiée et urgente même sur l'ensemble du territoire français. Je considère qu'il ne devrait pas y avoir de droit automatique ou semi-automatique par le seul fait d'être né sur le sol français à devenir française. Donc moi, je veux être beaucoup plus exigeante dans l'octroi de la nationalité française. On va maintenant voir une carte s'afficher à l'écran. Cette carte, c'est une carte du journal Sud-Ouest qui montre les routes migratoires en Europe entre janvier et septembre 2023. On voit clairement que l'Italie, l'Espagne et la Grèce sont les pays qui accueillent le plus de migrants. Pour faire face à ça, depuis décembre dernier, le Parlement et le Conseil européen négocient un pacte sur la migration et l'asile. Dedans, il y a des mesures qui durcissent l'immigration, mais aussi un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile pour soulager, je cite, les pays dits de première ligne. Qu'est-ce que vous pensez de ce pacte sur la migration et l'asile ? On a réussi, après des années de négociations, à arriver sur un paquet de textes qui permettent de renforcer le contrôle à nos frontières, de faire que les personnes qui arrivent aux frontières soient accueillies dans des centres. Sur le point de la solidarité entre États que vous évoquiez, il y a des pays qui sont qui sont en première ligne sur ces questions-là. Il faut pouvoir qu'on puisse les aider dans l'accueil des populations qui ont vocation à rester sur les territoires européens. Ce mécanisme de répartition n'est pas obligatoire. Pire encore, les États pourront se soustraire de ce mécanisme de répartition en finançant un budget qui servira à payer des murs aux frontières de l'Union européenne. Il faut de la solidarité en Europe. Il faut que tous les États membres se coordonnent ensemble pour un accueil digne et le respect du droit d'asile, comme c'est prévu dans le droit européen normalement. La première chose que ne permet pas ce pacte, c'est qu'on arrête de transformer notre mer en cimetière. Et la première urgence, c'est de sauver les gens qui se noient en Méditerranée par milliers. La deuxième chose, c'est que vous avez des pays d'entrée qui ne sont pas assez aidés par les autres pays européens. Et moi, ce que je veux, c'est que justement, on puisse avoir une véritable politique de l'accueil et qu'on puisse maîtriser à la fois l'accueil et les flux, et que donc il y ait une solidarité européenne qui s'exprime sur cette question. Moi, je considère que la réponse au niveau européen, en tout cas, elle est déjà dans une réforme du droit d'asile qui serait beaucoup plus restrictive que celle à l'heure actuelle, puisque le droit d'asile aujourd'hui est quasiment devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Et donc, une fois de plus, c'est pas ce pacte migratoire, malheureusement, qui apportera la réponse à l'afflux record de migrants clandestins que nous connaissons en Europe depuis quelques années. Il faut faire en sorte de soutenir ces pays de première entrée. Surtout pas en relocalisant les migrants arrivés illégalement. D'abord, ça ne marche pas. Ce sont des personnes, elles ont des intentions, elles ne vont pas se laisser déplacer au gré de nos décisions. Et surtout, nous devons sortir de cette impuissance. La condition pour que plus personne demain ne se noie en mer Méditerranée, c'est de faire en sorte de garantir que plus personne ne pourra s'établir durablement en Europe s'il n'a pas été autorisé d'abord à y arriver légalement. C'est un pacte qui est doublement pas à la hauteur des enjeux. 1, parce que ça ne répond absolument pas à cette non-assistance à humanité en danger à nos frontières. 2, parce que ça ne permet pas de véritable solidarité avec contrainte. Personne n'est obligé de venir aider l'Italie quand elle accueille autant de migrants. Ce pacte migratoire ne va pas du tout. Pendant les débats sur la loi immigration en France, les échanges ont été vifs sur une question, la régularisation de travailleurs étrangers dans les secteurs en tension. Alors je rappelle ce que sont ces secteurs en tension, ce sont ces secteurs où il y a plus d'emplois que de candidats et donc où il y a bien souvent une pénurie de main-d'œuvre. En Europe, même Giorgia Meloni et Viktor Orban, qui sont connus quand même pour leur politique migratoire restrictive, ont considérablement augmenté le recrutement de travailleurs étrangers ces derniers mois. Est-ce qu'il faut s'en inspirer et régulariser davantage de travailleurs étrangers irréguliers en France pour aider ces secteurs en tension ou pas ? Alors, je ne prendrai jamais comme source d'inspiration l'extrême droite, Orban ou Meloni, qui remettent en cause les droits les plus fondamentaux. Mais oui, bien sûr, qu'il faut régulariser ces hommes et ces femmes qui travaillent sur le territoire français, qui souvent sont très mal payés et n'ont pas le droit à la protection sociale à laquelle
vous, moi, nous tous, nous devrions avoir droit. Non, je considère que le principe devrait être en France d'interdire toute potentielle régularisation d'une personne qui arrivait clandestinement sur le sol français. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'on fait la promesse d'une régularisation et peut-être même après d'une naturalisation, donc de l'obtention de la nationalité française, on crée une incitation à l'immigration et ça participe évidemment de la perte totale de contrôle de nos frontières. Et on parle de gens qui travaillent, qui contribuent à la richesse de nos nations et qui sont privés de tous les droits et donc livrés à toutes les exploitations. Donc la régularisation par le travail, c'est essentiel. C'est un immense égoïsme. Quand le gouvernement, par exemple, nous dit qu'on va aller faire venir des médecins d'Afrique pour venir soigner nos patients en France, c'est une forme de violence faite à des pays qui ont besoin de ces médecins, qui ont besoin de ces talents, de ces forces vives. Je pense que régulariser les personnes qui sont là, qui travaillent, c'est faire œuvre de responsabilité pour le coup, de dignité. Ça a été fait à plusieurs reprises dans la République et il serait temps qu'on le fasse à nouveau. Fin février, l'Agence européenne pour l'asile a annoncé que 1,14 million de personnes ont demandé l'asile dans l'Union européenne en 2023. On voit un article du journal Marianne s'afficher à l'écran. C'est une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. La plupart des demandeurs d'asile viennent de Syrie et d'Afghanistan, où ils sont pour beaucoup persécutés. Et quelle protection faut-il assurer à ces demandeurs d'asile ? Quel est le rôle que l'Union européenne doit jouer là-dedans ? Le fait est qu'aujourd'hui, le droit d'asile n'est plus vraiment respecté. Il faut accorder l'asile à ceux qui ont besoin de notre soutien, ceux qui sont persécutés dans leur pays, mais il faut rompre avec cette fuite en avant qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui demandent l'asile n'y ont en fait pas le droit et ne s'en servent que pour pouvoir s'installer durablement dans des pays où ils n'ont pas été autorisés à s'installer légalement. Déjà, la première chose que ne doit pas faire l'Union européenne, c'est les renvoyer vers des pays dangereux. Et quand vous fuyez la guerre, alors la moindre des choses, comme on l'a fait pour les Ukrainiens, c'est d'accueillir avec dignité, de respecter le droit d'asile et non pas le remettre en cause, comme le fait le pacte asile-immigration. L'Europe a déjà fait beaucoup, fait encore beaucoup, et la France en particulier, pour accueillir, et que nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de pouvoir accueillir toute la misère du monde. C'est d'harmoniser les conditions de l'asile en Europe. Et la première des choses, c'est d'assurer leurs droits. Et vous savez, je vois partout la remise en cause du droit d'asile. Et ces remises en cause répétées du droit d'asile sont un danger non seulement pour les personnes qui demandent l'asile, mais aussi pour la vie démocratique de nos nations. On va maintenant voir s'afficher à l'écran un dessin. Ce dessin, c'est un dessin de Sanaga. La Bretagne face à la migration climatique. Rentrez chez vous, dit l'un. Pitié, laissez-nous juste respirer votre air à 25 degrés, dit l'autre. Une pensée aux Bretons qui nous regardent, mais derrière ce dessin satirique se cache une réalité tragique. C'est que le dérèglement climatique est aujourd'hui aussi une source de migration. Le Haut Commissariat des Nations Unies évoque la possibilité d'avoir 260 millions de déplacés climatiques en 2030. 260 millions. Comment peut-on faire ? Comment va-t-on faire ? C'est un défi immense et j'ai extrêmement peur, moi, du repli identitaire actuel en Europe qui va nous rendre complètement incapables de faire face à ce défi. Le premier droit qu'il faut consacrer, c'est le droit des gens à vivre dans leur pays, à vivre chez eux, et c'est d'ailleurs celui qu'ils demandent. Aujourd'hui, rendre des parties entières de la Terre inhabitables, ce serait un échec collectif majeur pour l'humanité tout entière. Deux choses. La première, créer un statut de réfugié climatique. Et deuxième chose, mettre les bouchées doubles et donc agir contre les causes profondes de ces migrations-là, avec une action en matière climatique qui change complètement du modèle économique dans lequel on est à l'heure actuelle. Ah bah moi je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui la France a déjà fait et fait presque trop. Nous sommes un pays dans lequel il y a 6 millions de chômeurs, 1,3 ou 1,5 millions de jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi, sans activité, sans formation alors qu'ils sont en âge de travailler. Donc non, là-dessus je crois qu'il faut être raisonnable, ne pas faire de promesses que nous ne serions pas capables de tenir parce que nous ne sommes plus depuis longtemps un Eldorado pour ces populations. Il faut redoubler de vigueur dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc il faut permettre au plus de gens possible de rester sur leur terre. Et puis, il faut créer un statut de réfugié climatique. Lutter contre le dérèglement climatique, mettre en place des lois européennes ambitieuses qui permettront aussi d'engager une dynamique à l'échelle internationale. On va maintenant s'intéresser à un chiffre qui s'affiche sur l'écran. 45 000 €. C'est ce qu'il faudra désormais gagner pour obtenir un visa de travail au Royaume-Uni contre 30 000 € auparavant. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a en effet durci les règles pour l'immigration légale dans l'espoir de décourager certains nouveaux arrivants de venir s'installer dans le pays. Faut-il que la France et plus globalement l'Union européenne s'inspirent de ce genre de mesures ? La question intéressante, c'est pourquoi le Premier ministre britannique fait ça ?
Parce que depuis que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, vous vous rappelez, c'était la grande promesse, grâce au Brexit, ils allaient pouvoir maîtriser de nouveau leurs frontières. En réalité, depuis qu'ils sont sortis de l'UE, ils ont de plus en plus d'immigration. Et donc on voit bien que le fait de sortir de l'Europe ne permet pas d'être plus actif dans la maîtrise des flux migratoires. La grande promesse, l'une des grandes promesses du Brexit, c'était de reprendre le contrôle. On a vu que l'immigration a explosé, les demandes ont explosé. Et donc, c'est quoi l'enseignement? C'est qu'on a des extrêmes, des populistes qui utilisent les enjeux migratoires pour faire leur carburant électoral. Moi, je pense qu'il faut en effet des conditions d'octroi de visa beaucoup plus dures et avoir l'assurance que quand une personne vient s'installer en France, elle a des compétences à apporter, elle a les moyens de subvenir à ses besoins, elle ne sera pas dépendante d'un logement social et elle n'arrivera pas avec toute une famille qui demain se retrouvera à la charge du contribuable français, comme c'est bien souvent le cas, puisque faut savoir qu'aujourd'hui la majorité de l'immigration en France est une immigration familiale. Est-ce que vous allez dire à un réfugié syrien, afghan, ukrainien qui fuit la guerre « Ah non mais désolé, en fait, tu gagnes pas assez d'argent ?» Et vous allez le renvoyer, mourir, en Libye, en mer Méditerranée? Moi, en tout cas, je me résoudrai pas à ça. Il y a un minimum de principe d'humanité, à mon sens. Pour finir sur cette thématique de l'immigration, je vous propose qu'on écoute un message vocal ensemble. Hello Gaspard, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Maëva et je voulais te poser une question sur la loi immigration qui a été adoptée en décembre dernier. J'écoutais une émission l'autre jour qui disait que c'était le 118e projet de loi sur l'immigration depuis 1945 et je me demandais si on pouvait pas juste adopter une loi au niveau européen. On a donc entendu une abonnée, Maëva, qui souligne le nombre de projets de loi sur l'immigration depuis 1945, 118 au total. Alors j'ai fait le petit calcul, ça veut dire qu'on a adopté en moyenne plus d'un projet de loi immigration par an. Je vous repose donc la question de Maëva. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux adopter juste des lois uniformes au niveau européen? Mais on va avoir une stratégie commune en Europe, le pacte sur l'asile et la migration, mais on doit aussi garder une vraie capacité nationale de maîtriser notre politique migratoire parce que c'est un sujet régalien. Et c'est la raison pour laquelle, pour sortir de cet emballement de loi, nous disons avec LR qu'il faut aussi une réforme de la Constitution qui redonne la parole aux Français sur ce sujet essentiel. Oui, 1000 fois oui. Le pacte asile et migration dont je vous ai parlé, c'est une vraie réponse européenne qui est solide, à laquelle nous, on a travaillé, majorité présidentielle. Alors, on doit aller vers ça. Vous avez un espace commun, un espace de circulation commun. Et donc, toutes les questions qui remettent en perspective cet espace commun, elles doivent être gérées à l'échelle du continent européen. Les politiques d'accès à un territoire doivent rester de la souveraineté des nations pour l'essentiel, même s'il y a aussi évidemment une réponse européenne au niveau de la protection des frontières. Mais je pense que si toutes ces réformes ont été inefficaces, c'est parce qu'on est toujours passé à côté du sujet. Il faut davantage de solidarité entre les États européens, c'est une évidence. Et il y a eu un texte qui a été adopté au niveau européen qui s'appelle le pacte asile-immigration, qui vise à mettre davantage de barbelés, davantage de murs aux frontières de l'Union européenne. Et moi, je m'y oppose fortement, mais on ne peut pas remettre en cause le droit d'asile comme le fait ce texte à l'heure actuelle. Nous, on est pour une politique migratoire européenne aussi, parce que ça fait sens, quand on a un marché unifié, ça fait sens de le faire. Mais est-ce que certaines compétences, certains choix doivent rester du niveau des États? Je le crois aussi, donc il faut trouver le bon équilibre. À suivre dans le prochain épisode de VS. Les candidats s'affronteront sur une autre thématique, celle de l'économie. Bruno Le Maire utilise le drapeau de la dette pour en réalité faire des économies sur nos écoles. Il faut faire des économies sur les dépenses de fonctionnement là où c'est nécessaire. Évidemment, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne YouTube.